prochaine à présenter est Élise Villeneuve avec sa présentation intitulée « Prisonnier-prisonnière de sa relation, vivre du contrôle coercitif ». Donc, pour la présenter, Élise est étudiante au doctorat en psychologie au profil scientifique et professionnel à l'UQAM depuis septembre 2022. Elle est co-dirigée par les professeurs Alison Paradis et Natacha Godbout. Ses intérêts de recherche portent sur les traumas interpersonnels en enfance, la parentalité, la mentalisation et les relations intimes. Donc, nous pouvons accueillir Élise. Dans certaines relations intimes, ça peut arriver que l'un des partenaires se montre jaloux ou possessif envers l'autre, ou encore qu'il se mette à exiger de l'autre de savoir en tout temps où il est, avec qui, etc. Tout ça, ça peut ultimement amener l'autre partenaire à se sentir prisonnier de sa relation. Ce genre de comportement-là, c'est en fait des exemples d'une forme de violence qu'on retrouve fréquemment au sein des relations amoureuses, soit le contrôle coercitif dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, le contrôle coercitif, c'est quoi? En fait, le contrôle coercitif, c'est une forme de violence qui survient au sein des relations amoureuses et où le perpétrateur il va utiliser différentes stratégies dans le but de manipuler, de contrôler, puis d'exercer une certaine emprise puis du pouvoir sur l'autre personne. On va parler de comportements contrôlants lorsque le perpétrateur va faire une série de comportements dans le but d'exercer une emprise sur l'autre personne. Puis donc, ce n'est pas juste un comportement qui est isolé dans le temps. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur, il va chercher à isoler l'autre personne de ses sources de soutien. Il va aussi chercher à exploiter ses capacités puis ses ressources. Puis enfin, il va aussi essayer de retirer tous les moyens que la victime a pour garder son indépendance, pour résister ou encore pour fuir la relation. La coercition, ça consiste en quoi? En fait, on va parler de comportements coercitifs lorsqu'on retrouve une accumulation ou une série d'actions comme des actes de violence, des menaces, de l'intimidation, des gestes pour humilier l'autre ou encore du harcèlement. Puis tout ça, ça va avoir pour but de faire du mal, de punir ou d'effrayer la victime. Puis donc, l'utilisation des stratégies de coercition, ça va permettre au perpétrateur de garder vraiment un pouvoir sur l'autre personne. Donc, le contrôle coercitif, ça peut se manifester sous différentes formes. Puis donc, je vais vous en présenter quelques exemples aujourd'hui. Donc, d'abord, il y a le contrôle coercitif économique, c'est-à-dire que le perpétrateur, il va chercher à contrôler l'autre sur le plan financier. Il peut même chercher à rendre la victime dépendante de lui sur cet aspect-là. Donc, des exemples de ça, ça pourrait être d'empêcher la victime d'avoir accès aux revenus de la famille ou de le connaître. Ça peut être aussi d'empêcher l'autre de pouvoir étudier ou travailler, ou encore ça pourrait être de refuser de partager l'argent ou de payer sa part. Ensuite, une autre forme que le contrôle coercitif peut prendre, c'est via les menaces. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur, il va faire différents types de menaces, comme par exemple menacer de blesser l'autre ou menacer de se blesser lui-même. Il pourrait aussi faire des menaces du genre menacer de quitter la relation, ou il peut aussi menacer de divulguer des informations personnelles sur la victime à d'autres personnes. Ensuite, le contrôle coercitif, ça peut aussi se manifester par l'intimidation. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur il va faire différents gestes pour intimider l'autre, comme par exemple, il pourrait utiliser la force physique. Une autre façon de faire, ça serait d'obliger l'autre à faire des comportements qu'il ne voulait pas faire initialement. Puis enfin, l'intimidation, ça peut aussi se manifester si le perpétrateur, lorsqu'il est en colère, il fait certains gestes comme, par exemple, lancer des objets ou briser les objets qui appartiennent à l'autre dans le but de l'intimider puis de montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Ensuite, ça peut aussi se manifester par le contrôle des émotions. Donc, à ce moment-là, le perpétrateur de contrôle, il va chercher à contrôler l'émotion de l'autre en faisant, par exemple, le faisant sentir inadéquat ou encore en lui disant des choses blessantes ou des insultes. Il peut aussi chercher à l'humilier ou à le rabaisser devant d'autres personnes. Ensuite, une autre forme que le contrôle coercitif peut prendre, c'est l'isolement.
Donc, à ce moment-là, le perpétrateur, il va chercher à limiter les contacts de la victime avec ses proches. Il peut aussi se montrer vraiment jaloux puis possessif, puis toujours demander à la victime avec qui aller, ce qu'elle fait, etc. Tout ça, ça va avoir pour but de dissuader puis de décourager la victime de voir d'autres personnes que le perpétrateur. Puis enfin, le contrôle coercitif peut aussi se manifester via la sexualité. Donc, à ce moment-là, on va parler de coercition sexuelle, puis on va retrouver différents comportements comme du chantage, se montrer insistant ou mettre de la pression sur l'autre dans le but de le manipuler, puis de le pousser à avoir des rapports sexuels. Donc, la violence physique, ça peut être utilisé comme un moyen par le perpétrateur pour exercer du contrôle sur l'autre. Par contre, la violence physique n'est pas toujours présente lorsqu'il y a du contrôle coercitif. Puis donc, il y a plein de manifestations possibles du contrôle coercitif, comme celle que je viens de vous présenter, qui ne requièrent pas l'utilisation de la violence physique. Donc, bref, le contrôle coercitif, ça peut être vraiment subtil. Puis ça peut même être très difficile à repérer, surtout lorsqu'on ne retrouve pas de violence physique au sein de la relation. Donc, il y a certains gestes de contrôle qui sont assez évidents à reconnaître puis que la plupart des gens vont être capables d'identifier. Donc, tu sais, par exemple, fouiller dans le cellulaire de l'autre, c'est généralement reconnu comme étant un geste contrôlant. Par contre, il y a d'autres gestes puis d'autres comportements qui sont plus anodins puis en apparence plus banals, mais qui en fait reflètent du contrôle. Puis donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, d'abord, il y a le fait de contredire constamment son partenaire par rapport aux tâches ménagères. Donc, par exemple, si votre partenaire vous dit tout le temps que vous faites la vaisselle tout croche ou encore quand vous pliez du linge propre, c'est jamais assez bien plié à son goût. Donc, quand ce comportement-là est constamment répété, ça peut en fait refléter du contrôle de la part de l'autre puis être vraiment toxique puis néfaste pour la relation. Ensuite, le deuxième signe, ça peut être si l'autre vous pose très souvent des questions sur vos activités. Donc là, on s'entend, dans une certaine mesure, c'est normal que votre partenaire vous pose des questions sur votre quotidien, puis même que c'est important parce que ça démontre qu'il s'intéresse à vous. Là où ça devient problématique, c'est vraiment lorsqu'il se montre insistant, puis qu'il se met à vous demander il veut savoir absolument les moindres détails de tous vos moindres faits et gestes. Puis donc, si vous vous mettez à avoir l'impression de subir un interrogatoire à chaque fois que vous racontez votre journée, ça peut être un signe que votre partenaire est contrôlant. Ensuite, un autre signe, c'est d'insister pour que vous ayez des goûts similaires. Donc, encore une fois, on s'entend que c'est normal dans un couple d'avoir certains points en commun avec son partenaire. Peut-être même que vous connaissez des couples qui sont tellement fusionnels qu'ils vont avoir tendance à s'habiller tout le temps de la même façon puis à faire tout le temps les mêmes activités ensemble. Là où ça devient problématique, c'est vraiment lorsque l'autre se met à obliger son partenaire à avoir les mêmes goûts que lui. Donc, par exemple, l'obliger à aimer la musique de Taylor Swift. Une autre façon dont ça pourrait se manifester, ce serait de discréditer les goûts de l'autre. Donc, par exemple, vous n'aimez pas que votre partenaire n'aime pas les films Disney, donc il est comme, vous n'avez pas le droit d'écouter de films Disney. Ça, ce serait une autre façon dont ça pourrait se manifester. Donc, bref, ça devient problématique vraiment lorsque l'autre partenaire oblige l'autre à imiter ses préférences puis qu'il nie que c'est valide d'avoir des opinions différentes au sein d'un couple. Puis enfin, le dernier signe que je vais vous parler, c'est si votre partenaire n'est pas heureux lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Donc, par exemple, si vous êtes en train de sortir avec un couple d'amis, avec vos amis, ou encore qu'il insiste pour que vous voyiez vraiment personne d'autre que lui. Donc, quelques chiffres sur le contrôle. Donc, on sait que dans les cas plus sévères de violence conjugale, où on retrouve beaucoup de contrôle coercitif, ça va souvent se passer chez les couples hétérosexuels, puis où ça va être l'homme qui va être le perpétrateur de contrôle. Par contre, c'est important de nuancer et de savoir que tant les femmes que les hommes peuvent être des perpétrateurs de contrôle. Puis, dans les études auprès de la population générale, donc chez des couples chez qui on va retrouver certains gestes de contrôle, mais qui vont arriver à une moins grande fréquence, puis où les gestes vont être moins sévères, on va retrouver des statistiques assez similaires chez les hommes puis chez les femmes. Donc, à titre d'exemple, dans une étude, il y avait 41% des femmes et 43% des hommes qui ont dit avoir rapporté au moins une forme de contrôle au sein de leur relation amoureuse. Ensuite, il faut aussi savoir que les couples de la diversité sexuelle peuvent aussi vivre du contrôle au sein de la relation.
Donc, par exemple, dans une étude, il y a une personne sur 4 qui a rapporté avoir vécu du contrôle chez des couples de même sexe. Donc là, avec les chiffres que je viens de vous présenter, vous pouvez vous dire, ben là, si ces chiffres-là sont aussi élevés, puis si c'est aussi fréquent que ça qu'il y ait du contrôle dans les relations amoureuses, est-ce que c'est normal de vivre du contrôle dans sa relation? Peut-être que vous avez déjà entendu qu'être jaloux et possessif, bien, ça pouvait être mignon puis romantique. Puis même dans de nombreux films romantiques populaires, on va retrouver certains gestes contrôlants chez l'un des partenaires ou chez les deux, comme par exemple dans la série After, le film Les pages de notre amour, puis la trilogie 50 nuances de Grey. Donc, pour reprendre l'exemple du film Les pages de notre amour, bien, au début du film, le personnage de Noah, il va poursuivre le personnage d'Ali pour la convaincre de sortir avec lui. Puis il va vraiment se montrer insistant, même si ça fait déjà plusieurs fois qu'elle lui dit non. Puis donc, il va aller jusqu'à la menacer de se jeter en bas d'une grande roue si elle refuse de sortir avec lui. Puis donc, ce comportement-là, dans le film, il est vraiment présenté comme étant romantique, puis il est même glorifié, parce que ça démontrerait qu'il l'aime tellement, puis qu'il tient tellement à elle, qu'il est prêt à s'enlever la vie pour elle. Or, c'est important de savoir que ce comportement-là, c'est en fait un comportement contrôlant, parce qu'il va utiliser jusqu'à la menace pour la manipuler, puis la pousser à faire qu'est-ce qu'il veut. Puis donc, selon la recherche, chez les couples de jeunes adultes puis chez les couples adolescents, c'est perçu comme étant normal de vivre du contrôle dans sa relation, puis c'est même interprété comme étant un signe d'amour puis d'engagement de la part du partenaire. Or, c'est important de savoir que vivre du contrôle coercitif au sein de sa relation, bien, ça peut entraîner différentes conséquences, notamment sur la santé mentale, comme par exemple, ça peut entraîner des symptômes de stress post-traumatique, des symptômes de dépression, puis une faible estime de soi. Puis même que ça prédirait davantage les problèmes de santé mentale que le fait de vivre de la violence physique. Puis enfin, ça peut aussi entraîner comme conséquence d'avoir le sentiment d'être piégé au sein de sa relation. Puis ça peut même entraîner une peur de l'autre partenaire, puis une peur de qu'est-ce qui arriverait si on oserait se séparer du partenaire contrôlant. Donc, pour conclure, j'aimerais juste dire que si jamais vous vous êtes reconnu dans les gestes dont j'ai parlé aujourd'hui, ou si vous reconnaissez la situation d'un de vos proches, bien, de juste savoir qu'il y a des ressources, puis de ne pas hésiter à les consulter si vous en ressentez le besoin. Donc, merci de votre écoute. Merci, Élise. Encore une fois, je vais inviter les gens donc, à venir poser leurs questions au micro pour environ 5 minutes. Allô? Allô? Je tiens à m'assurer que j'ai bien compris. Dans les statistiques, on voyait vraiment un écart entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, c'est bien ça? Est-ce qu'on a des informations qui nous permettent de comprendre cet écart? Parce que je pense que c'est 25% d'écart entre les deux, c'est vraiment très important. Oui, ben en fait, c'est selon vraiment une seule étude, mais je dirais que pour ce qui est des couples de la diversité sexuelle, il n'y a vraiment pas encore beaucoup d'études qui ont été faites sur le sujet. Fait que je prendrais ça, je pense pas que ce soit... il faudrait faire probablement plus d'études pour vraiment avoir un meilleur portrait de c'est quoi les pourcentages qu'on peut retrouver chez cette population-là. Puis je pense pas que ça ait été fait de comparer encore les couples hétérosexuels aux couples de la diversité. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les couples de la diversité de façon générale, là. Okay. Donc, ce serait des sujets à approfondir. Oui, exactement. Ouais. Merci beaucoup. Allô, Allô. Merci pour ta présentation. J'avais une question plus pratique. Mis à part contacter les ressources, est-ce qu'il y a des interventions de plus large éventail qui existent pour lutter contre ça? Parce que je comprends que c'est pas quelque chose qu'on veut dans la société de manière globale. Ben là, en ce moment, il commence à y avoir de plus en plus des programmes plus pour promouvoir des relations saines au sein des relations amoureuses, là, puis même au niveau, mettons, des relations auprès des adolescents. Je pense qu'il commence à y avoir des programmes, mettons, le programme, je pense, c'est Étincelle de Martine Hébert,
qui porte sur comme promouvoir des relations saines amoureuses à l'adolescence. Je pense que c'est un programme qui commence à être imbriqué dans les écoles secondaires, fait qu'il y a ça que je sais qui existe. Parfait, merci. Puis j'ai une autre question, je ne sais pas si on aura la réponse ce soir. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on s'intéresse à ce genre d'enjeu. Qu'est-ce qui a mené vers ça? Est-ce que c'est comme des vagues de MeToo ou ça se passe de... Je connais vraiment rien de ce champ de recherche-là, fait que éclaire-moi là-dessus. Bien, je pense que pour le moment, on s'était surtout intéressé auparavant plus aux couples hétérosexuels où ça va être l'homme qui va perpétuer le contrôle, puis la femme qui va être la victime. Puis on s'est plus intéressé aux cas plus graves de violence conjugale. Mais là, on commence à faire de plus en plus des recherches plus auprès de la population générale, donc avec vraiment des plus gros échantillons. Puis, de ce que je sache, dans les questionnements qu'on se pose, c'est vraiment à partir de quand est-ce que ça devient problématique qu'il y ait du contrôle aussi dans une relation. Parce que dans les statistiques que je vous ai montrées, des fois, il y a un geste qui est rapporté. Donc, ça se demandait quand est-ce que ça devient vraiment grave puis qu'il faut intervenir. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois, Élise, pour ta présentation. Je pense qu'on va prendre une pause de 10 minutes, puis on va revenir après la pause pour les prochaines présentations.